Sur la table, un petit bouquet de muguet achevait de jaunir dans un verre. Dans un coin de la chambre, entre la fenêtre et l'armoire laquée, 2 valises en toile grise l'une sur l'autre. Assis sur le lit, les mains entre les jambes, il ne devait pas lever le nez et regarder au dehors pour savoir qu'il pleuvait toujours. Il contemplait le bout de ses pantoufles et écoutait le bruit de l'eau sur les plateformes et dans les gouttières. Son ennui tournerait tout doucement au désespoir. Doppelganger poussa un interminable soupir en se demandant, une fois de plus, s'il allait prolonger son séjour ou rentrer chez lui. Au mois de mai, sur la côte de la mer du Nord, il fait très beau ou très mauvais. Il avait mal choisi son année. Déjà, plusieurs clients de l'hôtel avaient plié bagages, écœurés. Il se donna cependant jusqu'au soir pour se décider. Il sortirait malgré le temps. Il s'équipa comme il convenait et descendit. Dans le hall, une femme de chambre poussait sans conviction un aspirateur. Le portier regarda dans son casier et lui dit qu'il n'y avait pas de courrier pour lui. Puis, il lui souhaita bonne promenade avec la mimique désolée qui convenait. Il l'accompagna jusqu'à la porte, qu'il referma bien vite derrière lui, puis dit quelque chose à la femme de chambre. Doppelganger, qui ne pouvait plus entendre, devina cependant que c'était à son propos. Cela le chagrina un peu. Sur la digue déserte, la pluie oblique lui sauta durement au visage. La mer était grise et sauvage. De fortes vagues désordonnées se tordaient comme des monstres, se chevauchaient avant de venir éclater écumantes contre les brise-lames noirs et luisants. Par l'escalier de pierre bleue, où les baigneurs faisaient un va-et-vient joyeux les jours de soleil, il descendit sur la plage abandonnée. Il marcha face au vent, en réglant sa respiration. Il ne détestait pas de sentir l'eau lui fouetter le visage. Il éprouvait un picotement pas désagréable. Il ferma les yeux à demi, ce qui n'empêchait pas les larmes tièdes de couler de temps en temps sur ses joues glacées. Il marchait d'un pas régulier, sans hâte, mais sans nonchalance. Sur le sable durci par le retrait de la marée, il entendait craquer sous ses pieds des coquillages morts. Il avait dépassé les dernières villas qui bordent la mer et s'avançait dans la vaste étendue déserte qui s'étend à perte de vue vers la frontière. La pluie tombait toujours, diminuant la visibilité, dressant sa muraille brumeuse et grise tout autour de lui, au point qu'arrêté un moment et tournant sur lui-même, il pouvait se croire isolé du reste du monde, enclos dans une mouvante prison d'humidité. Entre la mer, à sa gauche, et les dunes, à sa droite, qu'il ne pouvait distinguer mais dont il savait la présence, il ne pouvait s'égarer. Les brises-lames qu'il avait à franchir de loin en loin lui étaient des repères certains. Mais il se sentait mal à l'aise, inquiet. Il hésitait à présent à poursuivre sa promenade. D'ailleurs, le bas de son pantalon était trempé et l'eau peu à peu s'infiltrait dans ses chaussures. Il allait rebrousser chemin lorsqu'il vit surgir devant lui, sortant de la brume,
une fille échevelée dont le visage lui fit penser à Bonaparte au pont d'Arcole. Elle était jeune et pâle. Elle lui sourit. Elle était vêtue d'un anorak noir et d'un pantalon gris aux jambes étroites. Elle avait du sang sur les mains. Doppelganger s'inquiéta de savoir si elle était blessée. Elle fit signe que non, d'un mouvement de tête à la fois gracieux et gentil. Elle portait ses mains rouges en avant d'elle, à la hauteur de la poitrine, comme une qui a peur de se salir après avoir pressé des groseilles pour la confiture. Mais il n'y avait pas de groseilles au mois de mai, et la fille n'avait pas l'air d'une faiseuse de confiture. Elle était immobile. Ils étaient face à face. D'abord effrayé pour elle, Doppelganger demeurait à présent interloqué. L'inconnu, par contre, trouvait la situation amusante. Elle paraissait le défier, mais sans arrogance. Il se décida à parler. « Vous avez du sang sur les mains. »« Oui, c'est excellent pour la peau. Le sang et la pluie la rendent très douce. Cela vaut toutes les crèmes de beauté et tous les massages de la terre. » Il crut faire le malin en plaisantant. « Vous avez tué quelqu'un » La fille se troubla un peu, hésita, cueillit de la pointe de la langue une traînée de pluie qui lui coulait sur la bouche et répondit calmement. « On ne peut rien vous cacher. » Elle ne souriait plus. Son attitude était soudain si grave et si tendue que Doppelganger sentit que quelque chose d'important se jouait en ce moment et qu'il ne partirait pas ce soir-là. L'ami, ainsi se faisait appeler cette fille de la pluie, avait amené Doppelganger à sa suite à travers les dunes. Il montait péniblement dans le sable meuble, s'accrochant quand il le pouvait à des touffes d'oya, marchant lentement ou trouvant des parties de sol plus fermes et plus praticables en direction d'une plaine où l'herbe rase et les buissons épineux se succédaient à perte de vue. Il traversait des tronçons défoncés d'anciens chemins bétonnés, datant de la guerre ou des espaces malaisés à franchir où l'on avait épandu des débris de fortifications démantelées. Au long de cet itinéraire aux détours imprévus, dans la solitude de ces lieux peu fréquentés, il n'avait, par ce temps détestable, rencontré âmes qui vivent. Ils débouchèrent finalement sur une étroite chaussée aux pavés bombés, longeant une digue de terre plantée de saules qui les mena au terme de leur randonnée. Une grande villa en briques rouges, isolée dans la campagne, au centre d'un jardin envahi d'herbes folles et ceinturé d'une haute haie sauvage. Le lieu était manifestement abandonné. Un écriteau délavé indiquait que la propriété était à vendre. Sur la porte principale, une affiche notariale périmée achevait de partir en lambeaux. Les volets étaient clos. Doppelganger aurait volontiers soufflé un peu. D'avoir marché vite, il se sentait moite de sueur, mais l'ami ne désirait pas s'attarder sur la route. Elle l'entraîna, le tirant par la main. Ils contournèrent la bâtisse, se mettant ainsi à l'abri de la vue d'un passant éventuel. Partout des détritus, des vieux papiers trempés,
des bouteilles vides dans les casiers de bois pourris. Quelle solitude et quel délabrement en des lieux qui avaient dû connaître meilleure fortune. L'ami poussa vigoureusement de l'épaule une porte grinçante. Ils pénétrèrent ainsi dans ce qui avait dû être la cuisine. On voyait au mur souillé la trace d'emplacement d'un réchaud, d'un réfrigérateur, d'armoires suspendues. Seul l'évier n'avait pas été enlevé. Mais les robinets et une bonne partie des tuyaux avaient disparu. La porte soigneusement refermée, ils furent dans une demi-obscurité, le jour déjà très affaibli, passant à peine à travers les volets clos. Tout cela était triste et sordide, avec des relents de drames ou de ruines consommées. Doppelganger, malgré l'intérêt qu'il portait à sa compagne, se sentait envahi par une angoisse qu'il ne parvenait pas à secouer. L'ami le contemplait d'un air drôle, cynique et fanfaron. Mais, dans le même temps, on devinait en elle une peur qui montait, qu'elle ne pourrait bientôt plus cacher, ce qui donnait à son comportement une étrange ambiguïté. Elle avala sa salive et demanda « Aimez-vous l'humour noir ?»« Je vous écoute. »« Ne soyez pas impatient, je vais bientôt vous expliquer. Embrassez-moi d'abord. » Elle tendit gentiment son museau glacé en avançant les lèvres, et Doppelganger, sans élan, presque par politesse, lui obéit. Elle avait une petite bouche bien fraîche, et le baiser lui fut plus agréable qu'il n'aurait cru. « Venez, dit-elle alors. » Ils montèrent à l'étage et parcoururent des chambres souillées, des salles de bain pillées, des couloirs où traînaient de vieux journaux illustrés, des boîtes à biscuits vides, des débris de miroirs, des tubes de dentifrice aplatis. Dans un pot fendu, une plante desséchée garnie d'un ruban défraîchi. On aurait pu croire que la guerre était passée par là, mettant sa honte sur toute chose. Doppelganger n'aimait pas du tout ce genre d'expédition. Il se sentait mal à l'aise et dit d'un petit ton détaché « Vous êtes très sympathique, ma petite, et très aventureuse, mais je ne vois pas ce que nous venons faire ici. Je suppose que cette villa abandonnée n'est pas l'endroit où vous passez vos vacances et où vous recevez vos amis. »« Détrompez-vous, dit-elle. Je me suis aménagé ici un petit nid qui va vous surprendre. Ni vu ni connu. Je suis la châtelaine clandestine. » Elle rit, lui vola un nouveau baiser et monta quelques marches qui menaient à un palier plus propre. Par la fenêtre, on pouvait voir la campagne noyée de pluie, le feuillage tout propre de grands peupliers ondoyants et, très loin, sur un sentier à la crête de l'ancienne digue, un cycliste encapuchonné qui pédalait vent arrière. L'ami s'immobilisa enfin devant une porte close. Son visage avait changé. Toute la roseur de la promenade en avait disparu. Ce masque blême, tendu, était envahi d'une extase mauvaise. S'y mêlait, autour des yeux d'une fixité terrible, l'horreur et l'orgueil. Doppelganger
crut qu'elle allait se mettre à hurler ou à rire comme une démente. Mais l'amie ne put que murmurer « C'est là ». Elle poussa la porte. Doppelganger ne s'attendait pas à cela. La chambre était coquette. Sur le lit, une jeune femme étendue, son buste hors du drap qui la recouvre à demi. À la gorge, une plaie abominable. Le sang en avait coulé sur l'épaule et la poitrine de la malheureuse, avant de se perdre dans la literie. Mais on devinait qu'il avait suinté ensuite jusqu'au plancher. Doppelganger eut d'abord envie de vomir. Il se prit la tête dans les mains, puis il se retourna, songeant à fuir. Enfin, piteusement, il demanda « Je suppose qu'il n'y a plus rien à faire ?» L'amie avait repris tout son calme. « Elle est morte ?» dit-elle. Il regarda les traces de sang que la pluie n'avait pas entièrement effacées de ses mains fines qui avaient touché les siennes et comprit sans oser y croire. « Quelle horreur !» murmura-t-il. Il ne se sentait pas indigné, mais absent. Il ne pensait même plus. Au milieu de cette pièce bien rangée, devant ce lit où la jeune inconnue semblait tantôt dormir, tantôt prête à hurler, selon qu'il la regardait en penchant la tête ou non sur le côté pour profiter des derniers rayons de la lumière, il était envahi peu à peu par une torpeur malsaine où sombrait son jugement et sa raison. Il se ressaisit, se frotta le front et les yeux, se tourna vers l'ami qui demeurait le dos appuyé à la porte. « Malheureuse, dit-il doucement, avec une sorte de pitié navrée. Qu'avez-vous donc fait là ? J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Et pourquoi ? Nous avions décidé d'en finir ensemble. Mais comment ? Avec ça. Elle montrait sur la table de chevet un rasoir de coiffeur à grande lame qu'il n'avait pas distingué tout d'abord et qu'il vit luire distinctement. Il hochait la tête, impuissant, désolé, malade jusqu'au fond de l'âme. « Et qu'allez-vous faire à présent ?» ?»« La même chose. » Elle le regardait intensément. Une exaltation dangereuse mettait un peu de couleur à ses pommettes. Doppelganger se plaça devant la jeune femme, bien résolu à taper dessus si elle faisait mine de toucher au rasoir. Ils restèrent ainsi, immobiles et silencieux. « J'ai chaud, » dit-elle en ouvrant la tirette de son anorak. Il avait eu un geste instinctif de défense, et elle sourit pauvrement. « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. C'est moi qui dois mourir. Vous allez m'y aider, n'est-ce pas ? Il m'est impossible de lui survivre. Qu'est-ce qui m'attend ? La prison ou l'asile ? J'ai 25 ans, j'ai trop vécu. Tout à l'heure, j'ai cru pouvoir m'évader de ce cauchemar, mais on n'achète pas à son destin. Lorsque je vous ai rencontré sur la plage, je revenais pour m'étendre auprès d'elle et mourir à son côté, comme je l'avais promis. Elle l'empêcha d'un geste de l'interrompre. « Je vous en prie, mon ami d'une heure, mon confident, aidez-moi, c'est si facile. Lorsque vous m'aurez rendu ce service, car vous allez me le rendre, n'est-ce pas ?
Emportez ce rasoir, jetez-le à la mer, le sable aura tôt fait de le recouvrir. » L'ami parlait comme dans un rêve, d'une voix douce et grave. En même temps, elle commençait à se dévêtir pour se mettre au lit. Elle regardait Doppelganger avec une tendresse reconnaissante. Elle paraissait apaisée. Elle s'approcha de lui et sourit d'un air soumis. Elle dit « Si vous en avez envie. » Lorsque Doppelganger revint à lui, il y avait du monde autour du lit où il était couché. Quelqu'un disait « Ne vous gênez donc pas, vous vous croyez à l'asile de nuit ?» Deux hommes écoutaient en riant la diatribe qu'on lui adressait. « Allons, levez-vous, je suis l'agent immobilier et personne n'a le droit de pénétrer ici sans mon autorisation. Plus vite que ça, et estimez-vous heureux que je n'appelle pas la police. » Puis, s'adressant à ceux qui l'accompagnaient, « Vous voyez les inconvénients des propriétés abandonnées. Le prix qu'on en demande représente à peine la valeur du terrain. Je suis convaincu que les propriétaires consentiraient même un sacrifice pour se débarrasser de cet éléphant qu'ils ne peuvent entretenir. » Doppelganger s'était levé péniblement et avait rajusté ses vêtements. Il était égaré. Il se fit très humble et voulut s'excuser. « Ça va, grommela l'agent immobilier qui avait d'autres chats à fouetter. Les amateurs regardaient en souriant cet homme égaré qui sortait à reculons en les saluant. L'un d'eux dit, avec une certaine bienveillance, « Excusez-moi d'avoir troublé le sommeil du juste. » Doppelganger s'enfuit, honteux, au milieu des rires. Rentré à l'hôtel, il comprit qu'il avait passé la nuit dehors. Il apprit aussi que 5 ans plus tôt, dans la villa abandonnée, on avait découvert 2 jeunes femmes inconnues égorgées sur un lit. Drame mystérieux qui ne fut jamais élucidé. On n'avait retrouvé ni le meurtrier, ni l'arme du crime. Cela n'avait certes pas facilité la vente de la propriété. 5 ans plus tôt, se dit Doppelganger quand il fut seul. 5 ans plus tôt? Où diable était-il donc à cette époque ?